C'est l'heure du face-à-face entre Catherine Tricot, directrice de la revue Regard. Bonjour ma chère Catherine. Bonjour Roselyne. Avec votre une de votre trimestriel, donc ces 3 derniers mois, c'est... Le monde existe-t-il encore, avec une Terre un peu explosée? Oui, ce qui n'est pas très rassurant. Et David de Rovedalone, bonjour à vous. Bonjour Roselyne. Voilà, directeur de la revue trimestrielle Hémicycle, avec votre une, Faire Nation. Donc vous aurez une nouvelle une la semaine prochaine. Pas la semaine prochaine, dans quelques semaines, avec voilà, un dossier spécial sur les élections européennes, mais je n'en dis pas plus pour ne pas on découvrira. Donc Emmanuel Macron était hier en visite à Prague. Le président français continue d'anticiper sur le conflit russo-ukrainien. Après avoir évoqué la possibilité d'envoyer des troupes au sol, il prévient une fois encore. Qui a lancé la guerre en Ukraine? Vladimir Poutine. Qui menace, quoi que nous fassions, quoi que nous disions, avec l'arme nucléaire? Le président Poutine. Tournez-vous tous vers lui pour savoir, lui, quelles sont ses limites stratégiques. Mais si chaque jour, nous expliquons quelles sont nos limites, face à quelqu'un qui n'en a aucune et a lancé cette guerre, je peux déjà vous dire que l'esprit de défaite est là qui rôde, pas chez nous. Voilà, on a le sentiment que c'est un Emmanuel Macron seul contre tous qui s'est trouvé comme mission en quelque sorte de réveiller les esprits assoupis. Depuis qu'il est arrivé à l'Élysée, il ne cesse de brandir, vous savez, son expression favorite, le retour du tragique, comme si lui seul voyait la menace approcher. C'est quoi, un président visionnaire, bien informé ou un médium ? Je crois que sur sa prise de position, en tout cas, qu'il avait déjà édicté à l'issue de la grande conférence des chefs d'État et de gouvernement européens la semaine dernière, conférence de soutien à l'Ukraine, je crois qu'il est plutôt, dans le moment actuel, lucide par rapport aux menées russes. On sait qu'il y a beaucoup d'attaques informationnelles, désinformationnelles, avec, on l'a vu, l'affaire des punaises de lit il y a quelques mois, l'affaire des étoiles de David sur les murs à l'occasion de la suite de l'attaque du Hamas le 7 octobre. Il y a aussi des intimidations militaires avec des avions russes qui passent de plus en plus près des nôtres. Voilà, la Russie très clairement monte en puissance et ça ne concerne pas d'ailleurs que la France. On a vu que des officiers allemands de l'armée de l'air avaient été écoutés et espionnés et leurs conversations diffusées. Donc il y a une vraie guerre informationnelle qui n'est pas encore militaire mais qui existe. Donc là-dessus, le président il est tout à fait lucide et je pense qu'il est dans son rôle en tant que président de la seule puissance dotée de l'Union européenne, c'est-à-dire la seule puissance équipée de l'arme nucléaire. Il est dans son rôle de faire un peu pression. Il a parlé d'ambiguïté stratégique sur Vladimir Poutine. Le problème, c'est que je dirais que si on remonte un peu dans le temps, ça vient quand même après, une fois de plus, 2 années de zigzag, puisque souvenez-vous, au début de la guerre, il était allé voir Vladimir Poutine, il avait cherché à conserver le lien, il avait expliqué qu'il ne fallait, je cite, pas humilier la Russie. Donc ça fait un petit peu, une fois de plus, un zigzag ou un aller-retour. Maintenant, voilà, on ne peut pas reprocher, je crois, dans le moment présent au président de faire un peu preuve de fermeté sur le plan diplomatique. Après, il y a les raisons de politique intérieure, mais on va y venir. Alors, rétablir effectivement l'idée ou le principe d'une dissuasion. Mais Catherine, lorsqu'il parle de l'esprit de défaite, ça fait bien sûr référence, enfin j'imagine, peut-être que je me trompe, mais à l'esprit de Munich, c'est-à-dire en 1938, et la lâcheté des Européens qui n'ont pas arrêté Hitler dans son expansionnisme. C'est ça? C'est quand il parle de l'esprit de défaite? D'abord, je pense que c'est explicitement ça. Enfin, je veux dire, je pense que vraiment c'est à ça qu'il fait référence. Je pense que c'est des raisons. Il y a des raisons de politique intérieure, mais le problème, c'est que l'adresser d'une façon universelle comme ça, c'est quand même très problématique vis-à-vis de ses partenaires, et qu'en fait, moi, je trouve qu'une des questions qui se pose là, c'est que Emmanuel Macron ne peut pas prendre toutes les initiatives au fur et à mesure qu'il en a l'intuition. On avait déjà vu au moment où il s'était rendu en Israël après l'attaque du 7 octobre, où il avait proposé qu'il y ait une force internationale et puis une coalition internationale, et puis il avait dû faire marche arrière parce qu'il n'avait pas. Une traversée en solitaire. Oui, il y a quand même quelque chose qui ressemble un peu à de l'improvisation. Je ne dis pas qu'il a tort ou qu'il a raison. Ce que je dis, c'est que sur des enjeux comme ça, on ne peut pas faire tout seul sans en informer ses partenaires
à l'échelle européenne, ses partenaires français, parce qu'en fait, même ses ministres, enfin tout le monde découvre quand Emmanuel Macron parle ce qu'il a à en dire. Et c'est quand même premier point. Deuxième point, c'est que vous avez rappelé la France est la seule force nucléaire en Europe, mais on est aussi au Conseil de sécurité de l'ONU. Or, je trouve que la France pourrait être un tout petit peu plus active pour rétablir l'ONU dans sa capacité à être actrice sur la scène internationale pour régler les conflits. Et le fait qu'on laisse le conflit en Israël-Palestine prendre la direction qu'elle est en train de prendre, c'est-à-dire sous nos yeux, on va voir 2 millions de personnes mourir de faim. Et que l'ONU n'a rien fait, ne pourra rien faire, alors que la France est au Conseil de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de laisser s'effondrer les moyens qui pourraient nous permettre aussi de trouver une de regard. C'est une de regard, mais ce que je dis, c'est en même temps, c'est ce qui pourrait nous permettre de trouver un chemin pour le conflit avec l'Ukraine, entre l'Ukraine et la Russie. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des instances internationales, parce que mais à l'ONU, il y a la Chine. Et la Chine, tout à fait. Mais la Chine, de Vladimir Poutine. C'est pas si simple que ça. La Chine n'est pas l'allié de Poutine. C'est un peu plus compliqué que ça, parce qu'elle prend des positions assez mesurées. Et je pense qu'il faut absolument travailler à l'isolement de la Russie sur la scène internationale. Donc il faut travailler sur l'espace international et travailler avec ses partenaires. Là, pour l'instant, ce qu'il a réussi, c'est plutôt à fâcher les Allemands. C'est quand même pas un bon début. Oui, mais enfin, j'ai envie de répondre, parce que David y faisait référence tout seul. Les Allemands se sont tout seul pris les pieds dans le tapis avec cette incroyable écoute de militaires allemands qui, dans le fond, disent voilà, il y a des troupes au sol, alors, pas des troupes, c'est pas des bruits de bottes, mais notamment sur les missiles Taurus, en disant il y a les Français, il y a les Anglais et les Allemands qui sont présents sur le terrain. Donc c'était en quelque sorte démentir Olaf Scholz qui a pris des airs de vierge effarouchée. Absolument, une incroyable faille de sécurité qui a été immédiatement exploitée sur le plan politique et géopolitique par le Kremlin. Mais c'est vrai qu'Olaf Scholz, c'est ce qu'explique les conseillers d'Emmanuel Macron pour justifier la prise de position. C'est-à-dire que l'Allemagne a expliqué qu'il ne fallait pas envoyer d'abord de missiles. On s'est aperçu qu'il y a eu des missiles, puis des canons, il y a eu des canons, puis qu'il ne fallait pas envoyer de chars d'assaut, il y a eu des chars d'assaut. Ouais. Donc voilà, on en est là. Ça, c'est l'argumentaire plutôt du président Macron. Après, ce que ça dit aussi par rapport à l'Allemagne, c'est qu'il y a le fameux moteur franco-allemand de l'Europe, on voit qu'il est vraiment grippé à bien des égards, parce que l'Allemagne, qui a été, souvenez-vous, et on en a parlé des dizaines de fois sur ce plateau Roselyne, qui était considéré toujours comme un modèle économique, on a vu qu'ils se sont trompés sur le modèle industriel, avec le nucléaire, c'était la diplomatie de la bagnole, quoi. Du charbon, vendre des voitures. Ils se sont plantés sur l'écologie. On peut quand même questionner aujourd'hui la vague migratoire de 2015, qui partait d'un très bon sentiment d'Angela Merkel et qui avait effectivement permis de résoudre pas mal de problèmes des migrants. Mais on peut se demander si c'est pas ça qui a fait exploser l'AfD aujourd'hui, qui, je crois, est en passe d'être le deuxième parti allemand aux élections européennes, l'alternative pour l'Allemagne, qui est un parti ultra radical, encore plus dur que le RN. Et puis, sur le plan économique, mais ça c'est un autre sujet, l'Allemagne est aujourd'hui en berne et présente des résultats qui sont encore pires que les nôtres. Donc voilà, je pense que dans un moment où, puisqu'on en revient à la diplomatie internationale européenne, dans un moment où le couple franco-allemand voit son moteur un petit peu décliner, le président Macron cherche aussi à prendre l'avantage et sur le plan diplomatique. Et il cherche à prendre aussi l'avantage sur le plan la scène nationale. Bon, il va rencontrer aujourd'hui l'ancien président Hollande et l'ancien président Sarkozy pour les consulter, voir également les chefs de parti. Et il y aura la semaine prochaine un débat sur l'Ukraine et notamment sur l'accord. On ne sait pas vraiment quel sera l'intitulé de ce vote, mais enfin, en tout cas, sur cet accord de sécurité entre l'Ukraine et la France, c'est 3 milliards d'euros qui s'étalent sur 10 ans. Est-ce que c'est une façon là, je crois qu'on l'a déjà dit, mais peut-être le redire, pour Emmanuel Macron que les pro-Poutine en quelque sorte se dévoilent, Mais est-ce que c'est pas un jeu dangereux non plus? Parce que oui, moi j'ai l'impression que c'est qu'à trop caricaturer, on perd dans son crédit. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il n'y a pas d'accointance, par exemple, entre le Rassemblement national et le régime de Poutine. Et ils ont en commun d'être des nationalistes, de penser que le rapport de force est une bonne idée pour régler tous les problèmes, d'être violent, patriarcal. Enfin, ils ont quand même beaucoup de qualités en commun. Mais
je ne crois pas, par exemple, que demain, il y aura, du côté du Rassemblement national, une opposition à l'idée qu'il faut aider l'Ukraine. C'est-à-dire que, du coup, il y a un petit peu de discrédit. C'est-à-dire que je pense qu'il faut adresser au Rassemblement national les bonnes critiques. Le problème du Rassemblement national, c'est que, comme Vladimir Poutine, ils ont une vision d'extrême droite, fasciste ou néofasciste du monde et de ses relations internationales et de la force, etc. Mais leur dire qu'ils sont pro-Poutine comme ça, purement et simplement, je pense que c'est quelque chose qui va faire flop mardi, à mon avis, et que donc ça continue de laisser, d'abord ça hystérise encore un peu plus le débat, et ça continue de laisser un champ idéologique. Je trouve que la Macronie, Emmanuel Macron et ses ministres n'attaquent pas le Rassemblement national sur les bons sujets, de la bonne manière, c'est-à-dire qu'on les prend. Ce que je viens de dire, par exemple, ce qu'ils ont en commun, c'est d'avoir une vision partagée du monde. Et la vision partagée du monde, c'est le nationalisme, c'est le rapport de force, c'est l'ordre naturel avec les hommes qui dirigent les femmes, etc., etc. C'est ça le fond idéologique qu'ils ont en commun. Ce n'est pas de l'accointance et de la connivence. Ils ont de la connivence politique, mais le Rassemblement national n'est pas soudoyé, payé. Ils ne sont pas la 5e colonne en France. Oui, mais ça parle pas aux électeurs. Parce que ce qui parle aux électeurs, c'est... Ils parlent pas trop aux électeurs. Non, mais c'est typiquement ce que fait Trump. C'est des grandes phrases à l'emporte-pièce. C'est voilà, il y a qu'à faucon. On renverse la table et nous, on sait ce qu'il faut faire avec beaucoup de habillé de beaucoup de démagogie. C'est ça qui marche. Et de vouloir effectivement débusquer le Rassemblement national comme étant des pro-Poutine, on a finalement inversement la réaction du Rassemblement national qui dit mais voyez, le président Macron veut nous apporter la guerre. Alors, c'est ça qu'on a entendu dans les rangs du RN. Alors, je ne suis pas du tout d'accord avec Catherine, je reviens juste un petit peu en arrière. Le président Macron, il avait 3 objectifs. Il avait l'objectif diplomatique, on l'a évoqué. Il avait un deuxième objectif qui est un objectif d'opinion. C'est-à-dire, il s'agissait d'ouvrir les yeux, en quelque sorte, des Français sur la réalité de la guerre informationnelle qui se déroule sous nos yeux, ou presque, ou pas sous nos yeux, puisque précisément, elle est secrète, mais sous la surface, et qui pourrait, et le risque militaire et diplomatique qu'il y a à moyen terme, puisque très clairement, on a vu que ces menées de Vladimir Poutine et des militaires russes sont quand même extrêmement menaçantes à l'égard de tous les pays de l'Union européenne. Donc un objectif d'opinion, c'est le deuxième objectif. Et le troisième objectif, on l'a dit, il est politique. Il s'agit effectivement, vous avez utilisé le bon terme, c'est débusquer à travers... Alors, c'est pas l'objectif initial du président Macron, mais s'il peut faire un peu de politique en faisant cela, il ne va pas s'en priver, surtout qu'on est à quelques mois des européennes dans lesquelles le Rassemblement national a, je rappelle, une dizaine de points d'avance sur la liste macroniste dans les sondages. Donc, débusquer les éventuelles accointances avec Vladimir Poutine de certains partis français. Ça ne vaut pas que pour le RN, parce qu'il faut dire quand même que LFI, et la France Insoumise, pour des raisons tout à fait différentes, pour des raisons d'anti-américanisme, pour des raisons d'opposition à l'OTAN, a aussi été pour le moins ambigu vis-à-vis de la guerre en Ukraine et de la Russie. Et ils disent qu'ils ne veulent pas de l'entrée de l'Ukraine en Europe. Absolument. Ça a été confirmé hier par restons au RN. invité. C'est là où je suis un petit peu en opposition avec vous, Catherine. On a vu quand même, il y a peu de prise sur le Rassemblement national. Ça fait 30 ans que les partis politiques qui se sont opposés se demandent quelle est la bonne martingale. À commencer par le parti macroniste depuis 8 ans. Et là, dans le contexte de campagne européenne, ils ont trouvé quelque chose. Je ne sais pas si ça va marcher, c'est la vraie question, on le verra le 9 juin au soir. Mais en tout cas, vous avez vu le débat qui a opposé la semaine dernière Marine Le Pen à Gabriel Attal à l'Assemblée nationale. Gabriel Attal a été extrêmement ferme et a accusé, vous parliez de la 5e colonne, très clairement, d'être un agent de Poutine. En France. Donc, c'est aussi l'objectif du président d'organiser ce débat au Parlement. Vous savez que c'est très rare qu'il y ait un vote sur les questions. Il y a de temps en temps des débats sur la politique militaire, mais rarement un vote. Et c'est là, très clairement, et j'en reviens à votre terme de débusquer, il s'agit de débusquer le Rassemblement national et mettre en évidence les accointances avec le RN. Est-ce que ça va marcher ou pas? C'est une autre question. Mais en tout cas, je pense que c'est une stratégie qui en vaut une autre. Oui, alors moi, ce que je pense, c'est qu'on ne peut pas tout mélanger. C'est-à-dire que, en l'occurrence, on n'est pas obligé d'être... soit on est d'accord avec Emmanuel Macron, soit on est pro-Poutine. C'est ça le problème des termes du débat tel qu'il le pose. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas d'accord avec, vous l'avez compris, avec sa stratégie qui est de faire monter la pression sur le terrain militaire, alors que je pense que le terrain de la reconstruction d'un monde multipolaire dans lequel tout le monde peut participer à l'élaboration d'une sécurité collective qui n'est pas que militaire. Les enjeux, on en parlait tout à l'heure hors antenne, mais les enjeux climatiques commencent à être vraiment impactants pour la sécurité de
tous. Donc il y a des questions de sécurité collective qu'il faut arriver à faire monter. Et moi, j'estime que c'est sur ce terrain-là qu'il faudrait être plus actif. Et que par ailleurs, se distinguer, se séparer de ses partenaires, je ne trouve pas que ce soit une bonne manière. Donc je ne suis pas d'accord avec la pratique qui a été celle d'Emmanuel Macron d'annoncer tout seul qu'il ne faut pas exclure d'aller sur le mais ça, champ. c'est un autre sujet. Non, mais, c'est pas le sujet de l'opposition. oui, mais non, mais c'est la même chose. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, on nous place, ou bien vous êtes du côté d'Emmanuel Macron, ou bien vous êtes un munichois. C'est-à-dire on nous met dans il pose un peu les termes dans ces termes. Et moi, je pense que ça, ce n'est pas possible parce que moi, je ne suis pas munichoise. Je ne suis pas du côté de Vladimir Poutine et je suis pour le soutien à l'Ukraine. Mais par contre, je ne pense pas que là, il nous propose une voie qui nous fait sortir. Ce qu'on peut dire sur Emmanuel Macron, c'est qu'il est en train de dire que si on se retourne vers l'histoire, que on saura un jour quel est le prix qu'on payera à ne pas avoir fait la guerre au bon moment. C'est ça, dans le fond, que dit Emmanuel Macron. Vous avez tout à fait raison. Et je rappelle que François Hollande a un grand regret. Oui, 2013. C'est 2013, c'est quand Bachar el-Assad a utilisé des armements chimiques contre son propre peuple. La ligne rouge. C'est la fameuse ligne rouge, et c'est de n'être pas intervenu puisque Obama, disons-le, et les Américains l'ont lâché. Et il considère, François Hollande, quand il revisite cette histoire, que c'est précisément là qu'on a donné une carte blanche. Cette ligne rouge, c'était aussi une carte blanche donnée aux Russes qui, quelques mois plus tard, interviennent en Syrie, soutiennent Bachar el-Assad et commencent à se développer partout, en Afrique et bien sûr en Ukraine, puisque je rappelle que la guerre de Crimée, c'est 2014. Donc, on peut quand même se poser la question de savoir si, sur le plan diplomatique et militaire, c'est pas bon de mettre des limites. Et encore une fois, par rapport au Rassemblement national, il n'est pas interdit non plus de faire de la politique. Je ne dis pas qu'il faut suivre Emmanuel Macron par rapport au RN, mais c'est aussi bon de le débusquer sur ses positions russophiles et également sur ses contradictions, parce qu'il ne vous a pas échappé qu'entre Jordan Bardella et Marine Le Pen, il y a aussi des différences d'approche par rapport à la Russie. Alors, très très court, le seul problème, c'est que la Russie a l'arme nucléaire, ce qui n'était pas le cas de Bachar el-Assad et ce qui n'était même pas le cas du régime nazi. Oui, c'est un argument, c'est vrai. Merci à tous les deux. On se retrouve demain dans Politique avec Jean-Marie Colombani et vous aussi, ma chère Catherine. Je vous dis à la semaine prochaine, David. À la semaine prochaine. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir.